Assalamu alaikum. Nous sommes le mercredi 22 avril 2020. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a accordé cette journée et nous le prions de nous inspirer, d'aiguiser notre esprit et nos lèvres à vous servir un bon club de la presse. Émission spéciale que nous animons aujourd'hui. Vous en saurez davantage avec le plateau et les thèmes inscrits à l'ordre du jour. Laissez-moi juste vous présenter que la technique est assurée par Victor Bekoku, Michel Tomenga et Géraud Dakoucha. Et je vous rappelle que cette émission sera à redécouvrir sur YouTube dès que nous aurons fini à 12h30. Eh bien, la pandémie à l'échelle planétaire causée par le Covid-19 nous appelle tous à la solidarité et à la mutualisation de nos énergies et efforts dans la riposte. C'est ce que nous faisons et observons chez nous ici au Togo avec le gouvernement, l'ensemble des institutions et corps de l'État, le personnel médical, les enseignants-chercheurs, le monde des affaires, les travailleurs, les bonnes volontés, madame et monsieur, tout le monde. Les médias ne sont pas du reste. Nous qui informons, éduquons et sensibilisons sur l'épidémie, les manifestations de la maladie, les attitudes de prévention, mais aussi les impacts de la pandémie sur notre vie quotidienne, individuellement et collectivement. Aujourd'hui, mercredi 22 avril, exceptionnellement, des radios se mettent ensemble pour animer et partager des programmes synchronisés sur leurs antennes. Ainsi, le club de la presse que vous suivez actuellement est diffusé simultanément sur les radios sœurs, Radio Nana FM, Radio Zephyr, Radio Sport FM, Radio Taxi FM. Et je n'oublie pas nos partenaires habituels que sont Radio Courtoisie à Dapan, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Centrale FM à Sokoré et Radio Lumière à Aneho. Eh bien, au plateau aujourd'hui, commençons par les confrères Fabrice Patom, Pekezi de Le Libéral. Bonjour. Bonjour à toi, ça c'est bonjour également à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci. Un confrère directeur que j'ai à ma droite, Ferdinand Afognon. Bonjour. Bonjour, ça. Le directeur de la plus belle dame de Lomé. Aux éditeurs de Canal FM et de tous les radios partenaires. Merci. Je dois rappeler que la cheville ouvrière de cette émission, de ce programme spécial qui a commencé depuis tôt le matin, c'est vous, Ferdinand Afognon, directeur de Nana FM, mais également directeur d'une structure socio-culturelle, Nana Culture. Nana Média Culture. Nana Média Culture. Vous aurez à nous expliquer ce qui vous a mu à concevoir ce programme que nous partageons aujourd'hui. Alors, j'ai cité les médias partenaires de cette émission. Je ne sais pas si j'en oublie, Ferdinand. Non, je pense que tu as tout cité. Donc, il y a Canal FM, Nana FM, Sport FM, Radio Taxi FM, voilà, et Métropolis, il y a Mokpokpo d'Afagnan, Radio Mokpokpo d'Afagnan, il y a Radio Tchaoudjo également, et Koza FM de Kara. Merci. Un bel effort de confraternité, de mutualité. Fabrice, nous voyons par ce que nous faisons depuis ce matin que si la volonté y est, on peut se mettre ensemble, mettre ses énergies ensemble et toucher une cible beaucoup plus importante. Oui, tout à fait. Et je profite de l'occasion pour féliciter le directeur de Nana FM pour cette très belle initiative en ce moment de crise sanitaire où effectivement on comprend aujourd'hui que les médias sont incontournables dans la sensibilisation qui est entreprise depuis un bout de temps par le gouvernement. Et si les privés également par leur initiative arrivent à apporter quelque chose de plus par rapport à tout ce qui est fait, je crois qu'on ne peut que féliciter ce genre d'initiative. Merci. Notre pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de Albert Camus s'inscrit dans la même ligne. Albert Camus qui a écrit que la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent.
Et le thème de cette émission, nous allons revisiter la pandémie du coronavirus ici chez nous au Togo, les initiatives qui sont prises pour la riposte, mais les impacts sur le monde socio-culturel, notamment les médias. Et on ne peut pas parler de la riposte au coronavirus sans avoir à son plateau un ministre de la République. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège d'avoir Gilbert Bawara qui n'est plus à présenter. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Sassgao. Bonjour, monsieur Ferdinand Afognon, Fabrice Pechesi. C'est un grand plaisir pour moi de partager ce moment avec vous et avec vos auditeurs et vos auditrices. Je voudrais d'abord vous féliciter Nana FM, féliciter tous les confrères autour de la table et également exprimer nos félicitations et nos encouragements et notre soutien du gouvernement à l'endroit de tous les médias, à l'endroit des médias et radios partenaires qui relayent cette émission. Et souligner, comme le chef de l'État n'a eu cesse de le répéter, que nous sommes face à une pandémie qui comporte beaucoup plus d'inconnus et d'incertitudes. Et que aucun citoyen, aucune fraction ou composante de notre société ne pourrait s'en sortir si nous ne faisons pas preuve d'unité, de cohésion, de solidarité, si nous ne mutualisons pas les initiatives, naturellement en respectant scrupuleusement et strictement tous les signaux qui sont donnés, les mesures, les règles qui sont édictées en termes de comportement individuel et collectif. Et en ce moment, les médias, les radios ont un rôle important à jouer comme vecteur de communication, de sensibilisation pour que chacun prenne davantage conscience de la réalité de la situation, de la gravité, parce que on n'a jamais connu une épidémie d'une telle virulence, d'une telle morbidité, et avec une propension à toucher l'ensemble de la planète tout entière. Alors, félicitations, encouragement et soutien, et essayons de continuer à agir dans cet esprit-là. Naturellement, au niveau du gouvernement, tout ce que Monsieur nous faisons... Ministre, nous allons y venir. Oui, mais je voulais dire, il est important que nous agissions avec beaucoup d'ouverture. Parce que ce que nous faisons au niveau du gouvernement, nous ne prétendons pas être parfaits. Justement parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes, toutes les bonnes idées, toutes les bonnes contributions qui peuvent contribuer à améliorer et consolider l'action des pouvoirs publics pour que nous puissions sortir rapidement de la situation. Toutes ces idées-là et contributions sont les bienvenues. Merci. C'est quand même une certaine fierté que l'initiative prise par des journalistes est bien acceptée par le gouvernement qui dépêche le ministre Gilbert Bawara à cette table. Et je rappelle que, comme c'est de tradition, à partir de 12h, vous pourrez toujours entrer en ligne sur nos deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Vous pourrez vous adresser à l'un ou à l'autre autour de la table. Merci pour la concision, la netteté et la précision de vos interventions. Eh bien, Ferdinand Afognon, c'est vous qui êtes à l'initiative de ce qui... c'est vous qui avez pris cette initiative. Voulez-vous nous rappeler ce qui vous a mu, ce qui vous a inspiré à nous proposer ce programme que nous acceptons volontiers? Oui, d'abord, permettez-moi de dire que les félicitations, c'est pour nous tous. Parce que depuis plus de 15 ans, si les événements de Nana Média Culture et de Nana FM sont connus, sont appréciés par le peuple togolais, c'est grâce aux médias dans leurs ensembles, les radios, la presse écrite et les médias en ligne. Donc je voudrais dire que les félicitations ou bien les encouragements du gouvernement vont à nous tous, médias du Togo. Alors pourquoi cette initiative? Vous savez que Nana Média Culture est une structure qui fait de la formation civique et citoyenne à travers la culture depuis des années. Et chaque événement que nous avons un message de Noël, et nous avons le festival de danse folklorique, nous avons avec Vérof également le concours Reine de l'Art, qui est une compétition pour les tresseuses, les coiffeuses et les couturières. Et chaque année, il y a une thématique. Le thème que nous choisissons, c'est pour sensibiliser la population sur des préoccupations bien données.
Je donne un exemple tout hasard. Et en 2018, pour la 13e édition du concours Message de Noël, le thème que nous avons choisi, c'est « Moi, c'est mes frères c'est moi ». Parce que nous avons estimé qu'il faut qu'au Togo, on se regarde davantage comme des frères pour bâtir, et des sœurs. Voilà, et bâtir ce pays. Alors pendant cette période difficile où une maladie comme le coronavirus vient déboussoler tout le monde, de Lomé à Saint-Cassé et dans tous les continents, nous avons réfléchi quelle peut être notre modeste contribution. Puisque nous sommes déjà depuis des années dans la formation civique, nous avons analysé, nous avons trouvé que le combat contre le Covid-19 est avant tout un combat de prise de conscience individuelle et collective. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons décidé de donner comme thématique pour tous nos événements cette année, combattre et vaincre le Covid-19, un engagement de tous. Voilà comment l'idée nous est arrivée de continuer à faire de la culture, de la formation civique, malgré la crise. Merci. Au menu de cette initiative, un programme matinal qui a été animé sur les ondes de Nana FM et repris sur les radios partenaires. J'ai suivi le ministre Bawara qui était dans vos studios. Il y a le Club de la Presse qui est également repris en synchronisation sur l'ensemble des antennes de ces radios. Et puis à 16h, c'est Radio Zéfi également qui animera un programme, toujours dans le cadre de la journée, un programme partagé par les médias que je nous rappelle. Il y a Canal FM naturellement, Nana FM, Radio Zéfi, Sport FM, Taxi FM, et Métropolis. Métropolis, Radio Mokoko à Fagnan, Radio Lumière à Neho. Et nous n'oublions pas les partenaires traditionnels, Radio Daoula Bassa, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Centrale FM à Sokoré. Il y a également Radio Tchaoudjo qui participe. Et puis nos amis au Grand Nord, Radio Courtoisie. Eh bien, nous allons revenir à la thématique de ce jour. Mais il n'y a pas de Club La Presse sans revue de presse de ce jour. D'autant plus que l'actualité sociopolitique est ce que nous savons tous. Nous allons y déroger. Monsieur le ministre et chers confrères, je vais vous donner juste la revue de presse et vous aurez chacun 1 minute pour réagir et puis nous revenons à notre thème. Et bien sûr, l'actualité sociopolitique que nous connaissons et qui porte presque exclusivement sur l'arrestation que d'aucuns qualifient de musclée hier d'Agboyome Kodjo. Qu'est-ce que les journaux écrivent ce matin? Togo Matin qui titre « Arrestation d'Agboyome Kodjo, fin de mandat pour le président » entre guillemets, démocratiquement élu. Autre journal, Kamgou, qui écrit Agboyome Kodjo dans les mailles de la gendarmerie. La manchette, pour sa part, titre Enlèvement d'Agboyome Kodjo, trompe de suspension, le jour vient. Le Messager, pour sa part, écrit le président du MPDD était finalement hier au SCRIC. Entendez par là, c'est le service de la gendarmerie devant lequel répond Agboyome depuis hier. Le Libéral écrit la dynamique Kodjoro dans la tourmente. Agboyome Kodjo a mené Manu Militari à la gendarmerie hier. Autre journal, l'Audience qui écrit après avoir trop tiré sur la corde, Agboyome se fait arrêter et conduit au SCRIC, la fin d'une odyssée. Autre journal paru aujourd'hui, La Dépêche qui écrit crise post-électorale, Agboyome Kodjo arrêté hier. Le Magna Libéré pour sa part écrit la rançon de la défiance, Agboyome Kodjo mis aux arrêts, atteinte à la sûreté de l'État et troubles aggravés à l'ordre public contre voilà les griefs qui sont portés contre lui. Autre journal encore, Dounia Le Monde qui écrit après avoir nargué la justice, Agboyome sous les verrous. Arakiri écrit fin d'un feuilleton électoral heurté au Togo, Agboyome Kodjo entre les mains du SCRIC. Et puis l'Indépendant Express qui écrit lui menacé de prison, Agboyome Kodjo baisse le ton et plaide pour un règlement politique. Je complète que depuis hier, on a reçu des réactions comme la conférence des évêques du Togo qui s'élève contre la façon musclée dont Agboyome Kodjo a été arrêté. Les évêques qui prônent une solution politique à ce problème. J'ai lu également
que François Akila Essa Boko, depuis la France, dit qualifier ce qu'il appelle, dit condamner ce qu'il appelle le gangstérisme d'État. Et puis autre réaction, je ne sais plus. Et le procureur de la République a fait diffuser un communiqué hier, communiqué dans lequel le procureur de la République donne les raisons de l'arrestation de M. Agboyome Kodjo. Eh bien, Fabrice, sur votre titre, le libéral, et l'ensemble des titres que vous avez écoutés. Oui, je dirais qu'on aurait pu peut-être éviter ce mauvais quart d'heure hier au domicile d'Agboyome Kodjo, parce que tout le monde est au courant que par 3 fois il a réussi quand même la convocation du SCRIC et il n'est pas allé. Et nous savons tous, peut-être que Agboyome, à part le fait que peut-être qu'il a une situation particulière, j'en sais rien, mais pour tous les citoyens, nous savons que lorsqu'on vous envoie une convocation à la gendarmerie ou à la police, quand vous n'y allez pas, à un certain moment donné, on est obligé de vous contraindre par force. Et je crois que si peut-être Agboyome avait obtempéré depuis, on aurait pu éviter ce qui est arrivé hier. Maintenant, on condamne la brutalité qui a eu lieu. Là, je dis que ça dépend. C'est-à-dire, lorsqu'on vient vous chercher, le degré de brutalité de ceux qui viennent vous chercher dépend également du degré de votre résistance, malheureusement. Et donc, je dis sur ce fait, on aurait pu éviter cela si Agboyome avait fait l'effort d'y aller lui-même. Parce que c'est pas la première fois quand même que des hommes politiques sont invités à la gendarmerie ou convoqués à la gendarmerie. Je me rappelle dans l'affaire des incendies, il y a toujours cette image qui circule où, bien habillé dans son véhicule, Jean-Pierre Favre s'est rendu personnellement à la gendarmerie et je crois qu'il était ressorti. Donc, il fallait pas quand même en arriver là avec ce degré de défiance, puisque quand vous défiez l'autorité, à un moment donné, elle est obligée de restaurer son autorité. Et à ce moment-là, Agboyome et ses avocats avaient dit qu'il était souffrant, il avait envoyé ses avocats parler pour lui. Oui, justement, il n'arrangeait pas un peu ses avocats, à mon avis, parce que au même moment où on parle de sa souffrance, dans la soirée, vous allez voir ses interventions sur les réseaux sociaux. La dernière, en tout cas, que moi j'ai écouté, il narguait. Il disait qu'il y avait plein de gens dans sa maison et qu'il suffisait d'un coup de sifflet et que toute la ville de Lomé devait se mobiliser pour faire barrage à la forfaiture. Donc, je sais pas si ce sont les propos d'un malade qu'on représente au niveau de la gendarmerie. Je crois que sur ce point, j'étais contre une quelconque arrestation d'Agboyome, mais je crois qu'à un moment donné également, lui aussi, il a contribué Fabrice, à ce qui est arrivé. En principe, c'est 1 minute pour chacun. Ferdinand Fognon, journaliste. Avant d'être directeur, vous êtes d'abord confrère journaliste. Non, je pense à mon humble avis et que chaque Togolais a sa part de responsabilité. Il est temps que nous prenons notre courage et que toutes nos actions, toutes nos démarches soient empreintes d'amour, de convivialité les uns avec les autres. Je voudrais dire 2 mots. Nous avons passé plus de 20 ans à bâtir le vivre ensemble. Que vous voyez par exemple le festival Dounono. Dounono, c'est le vivre ensemble. Et je ne peux pas me réjouir de quelque violence que ce soit, qu'elle provienne vis-à-vis de qui que ce soit. Mais au lendemain de ces élections, et dans nos émissions même, nous avons invité les différents candidats, notamment ceux de l'opposition, pour une fois à agir dans l'intérêt du Togo, en disant clairement, puisqu'ils étaient tous candidats, qui a gagné ces élections. Si chacun avait pris, tous les candidats, il y avait 5 contre le président de la République, avaient pris sur eux de dire la vérité ouvertement, que en dépit de tout ce qu'on a pu constater comme problème ici par là, que en définitive il y a un gagnant et c'est le chef de l'État qui a gagné. Je pense que le débat serait clos et clair dans la tête des Togolais depuis. Maintenant, le silence des uns des autres, voilà là où ça nous a amené et c'est dommage. Je prie Dieu, comme un acteur de vivre ensemble, que la sérénité revienne et qu'on trouve une solution négociée et que ce dernier retrouve la liberté qui regagne sa famille. Merci, M. Bahara. Vous n'êtes pas journaliste, mais vous ne pouvez pas ne pas réagir à cette question, d'autant plus que
Cette question se retrouve sur les ondes de RFI ce matin, qui a consacré son émission actuelle, Appel sur actualité. Alors pour l'essentiel, certaines personnes s'élèvent contre la façon musclée avec laquelle Agboyome Kodjo a été cherché à son domicile. Et puis les gens s'étonnent encore qu'une crise électorale se solde de cette façon. Monsieur le ministre. Monsieur Sassgao, j'aurais aimé ne pas avoir à commenter une affaire judiciaire en cours. Mais puisque vous m'y obligez et que les circonstances s'y prêtent, permettez-moi de prendre plus qu'une minute pour rappeler un certain nombre d'évidences et de constats. La première évidence, nous ne sommes pas face à une contestation post-électorale, à une crise post-électorale ou à un contentieux électoral quelconque. Le contentieux électoral a été complètement et totalement vidé et épuisé, clos, avec la décision finale, définitive et sans recours de la Cour constitutionnelle en début du mois de mars. À partir de ce moment-là, tous les débats, toutes les contestations qu'on aurait pu avoir sur le déroulement de l'élection présidentielle, sur les résultats, il n'y a plus de contentieux possible, il n'y a plus de contestation possible. Il faut le rappeler. Chercher à instaurer un peu de confusion dans l'esprit des Togolais, en accréditant le sentiment qu'il y aurait un contentieux électoral, qu'il y aurait une contestation post-électorale, qu'il y aurait une crise post-électorale et qu'il faille rechercher une solution politique, je pense que ce serait la plus incroyable des escroqueries politiques et morales que nous puissions imaginer. C'est la première observation. La deuxième, bien entendu, tout le monde aura observé qu'il y a eu une volonté d'apaisement, de retenue, de modération de la part des autorités de l'État de manière générale, mais y compris de la part des autorités judiciaires. La même personne dont on disait, dont les avocats estimaient qu'il était malade, c'est la même personne qui, quotidiennement, se livrait à des agissements, à des propos outranciers, incendiaires, démontrant qu'il n'était pas malade. Ça, ce sont des faits que les Togolais ont vus, qui procédaient à des nominations, tantôt conseiller sur les affaires militaires, sécuritaires ici et là, tantôt Premier ministre ou ministre des Affaires ici et là, des mots orduriers à l'endroit de l'État, un bafouement systématique de la loi, une volonté manifeste de défier l'autorité de l'État, de défier la justice. Alors, quand on se barricade et qu'on crée une situation où la collaboration pacifique et ordinaire avec la justice n'est plus possible, il est évident que l'interpellation ne pouvait intervenir que de la manière dont c'est intervenu. Mais nous sommes des êtres humains, ceux qui sont allés organiser cette interpellation, qu'il y ait eu peut-être parfois des agissements excessifs, mais quelles étaient les conditions dans lesquelles ils ont agi? Ça, c'est extrêmement important. Troisièmement, vous allez terminer par là pour qu'on Non, notre thème. C'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à entretenir la confusion. On va revenir sur le thème. La troisième observation concerne la réaction de la conférence épiscopale du Togo. On comprend à travers la lecture du communiqué que c'est le fait pour l'archevêque métropolitain de Lomé actuel et de son prédécesseur de n'avoir pas pu rendre visite à M. Agboyome Kodjo et à Monseigneur, ou en toute hypothèse, comme ils le disent, répondre au poignant cri de détresse de Monseigneur Kodjo, qui aurait instigé la prise de position de la conférence épiscopale. Alors, je voudrais dire ceci. La conférence épiscopale avait fait un communiqué alambiqué, ambigu, équivoque, avant le début de la campagne, qui laissait sous-entendre que M. Kodjo, Monseigneur Kodjo,
ne s'exprimait pas et n'agissait pas au nom de la conférence épiscopale. Mais depuis le folklore qui avait été orchestré dans une église, qui a consacré le début de l'une des infractions reprochées à M. Agboyeme Kodjo, durant toute la campagne, où parfois les propos, les agissements de Monseigneur Kodjo, de certains membres de la dynamique, pendant ces quelques semaines écoulées, où s'est développée une situation au domicile de M. Agboyeme Kodjo. Mais beaucoup auraient aimé que les mêmes évêques, y compris l'archevêque actuel et son prédécesseur, aient agi pour prévenir et éviter ce qui s'est produit. Moi, je m'étonne que les gens soient dans des attaques violentes et virulentes contre l'État et qu'ils n'aient pas le courage de la même clarté. Merci, monsieur le ministre. Enfin, une minute pour chacun. Enfin, monsieur Sass-Gaou, je voudrais dire que nous sommes dans un État laïque. Je ne suis pas sûr que les Togolais auraient accepté qu'un groupe de chefs coutumiers, de pasteurs, donne des ordres et injonctions à l'État et à la justice, comme les évêques veulent le faire. Et en dernier ressort, on ne va pas à une élection présidentielle avec l'intention préméditée de créer artificiellement une situation de tension, de s'en prévaloir et de marchander ou un poste, ou des moyens, ou alors parce qu'on cherche à disqualifier d'autres adversaires politiques en défiant l'État. Merci, monsieur le ministre. Eh bien, nous attendions pour un plateau complet, un troisième confrère qui est arrivé. Isidore Akolo, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les confrères et à monsieur le ministre ici présent. Et bonjour à toutes et à tous. Merci. Toutes mes excuses pour le retard parce que j'ai été indépendant de votre volonté. Invité au pied levé. Je connais la formule. Alors, non, j'ai été invité au pied levé. Nous avions commenté les événements hier en live. Bon, 24 heures après, vous avez une minute pour un commentaire supplémentaire. Non, hier je disais que c'était prévisible. C'était prévisible tout ce qui s'est passé. Et j'ai fait rappel de l'intervention du ministre Trimois ici, qui disait qu'il faudrait que M. Agboyome coopère. À défaut, ils vont faire usage de la force publique pour l'amener de force ou de gré. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais tout ceci vient de la non-crédibilité de nos scrutins. Autant, je l'avais dit, tel que les choses sont passées, en principe, dans un État, si on veut, on annule le scrutin. Puisque la plupart des candidats, sauf le président candidat, n'avaient pas relevé des irrégularités. Et en cela, je dis, quelqu'un qui se dit gagner ces élections, mais relève des irrégularités, il y a une incongruité. Si Agboyome aujourd'hui réclame qu'il est le président, c'est lui qui a gagné les élections, ça suppose qu'il a gagné les élections dans des irrégularités. Et ce qui est, c'est d'annuler le scrutin et de recommencer. Merci. Je rappelle que votre discours est constant en la matière depuis le 22 février dernier. Et pour terminer, le communiqué du procureur de la police disait hier que M. Agboyome allait être dans un premier temps écouté par la gendarmerie, ensuite déféré devant le procureur de la République. C'est un feuilleton que nous allons suivre avec toute l'attention qui sied. Et j'estime qu'il aura les preuves de ces déclarations. Laissons la justice dérouler son agenda. Maintenant, le sujet a été quelque peu long, actualité oblige, mais revenons maintenant au sujet, la lutte, la riposte au Covid-19. Et nous allons écouter par la voix du ministre Bawara les grandes lignes par lesquelles l'État togolais, le gouvernement, organise cette riposte. J'espère que le ministre ne va pas faire plus de 3-4 minutes là-dessus. Nous allons revenir beaucoup plus sur les impacts économiques de la pandémie, sur le monde des affaires, surtout la culture dont nous, les médias. Eh bien, monsieur le ministre, nous le savons un peu dans les grandes, mais voulez-vous nous rappeler comment est-ce que l'État
s'organise et nous organise dans la riposte au Covid-19? La première priorité de l'État, c'est de mettre en place des mesures et un dispositif de prévention. Faire en sorte que les risques de propagation, de progression de la contamination puissent être contenus, jugulés, maîtrisés pour éviter que, en définitive, la santé ne soit pas trop affectée, que les vies ne soient pas trop affectées. C'est ce qui a justifié, dans un premier temps, toutes les mesures de précaution qui ont été adoptées avec la fermeture de l'espace aérien, notamment de l'aéroport, la fermeture des écoles, un certain nombre d'interdictions qui ont été décidées pour éviter qu'à travers les contacts physiques, les mouvements de personnes, le pays n'encourt pas un grave risque de progression de la contamination et de la propagation. Alors, prévenir, c'est également en priorité les gestes barrières. Se laver régulièrement les mains. Comme vous l'avez fait en entrant à notre radio. Exactement. Éviter les contacts physiques et les déplacements. Éviter une grande proximité entre les personnes, notamment la fameuse distance au moins 1 mètre. C'est au moins 1 mètre. Que nous respectons ici. Plus ou moins. Et puis, il faut le poursuivre. Parce que le premier élément, le premier facteur qui va nous permettre de contenir les risques de progression et de propagation, c'est véritablement le respect des mesures de prévention et de précaution qui ont été décidées. En même temps, il faut prendre en charge et traiter les personnes qui ont été infectées. C'est pourquoi des dispositions ont été prises aussi bien à Lomé, mais également dans toutes les régions. Il y a un aménagement approprié et adéquat qui est fait avec les équipements et le matériel adapté pour que, en cas de besoin, on n'ait pas à convoyer tous les malades et toutes les personnes infectées jusqu'à Lomé. Donc, dans chaque région, il y a un aménagement à Lomé, tout le monde le sait. Des commandes et des acquisitions de matériel, d'équipement ont été faites très rapidement. Et en troisième lieu, en termes de riposte d'ordre sanitaire, au-delà de la prévention et de la précaution, des mesures que chacun d'entre nous doit continuer à observer et respecter, au-delà de la prise en charge et du traitement des personnes infectées, il faut renforcer les moyens et les capacités de dépistage. Parce que c'est cela qui va nous permettre de mieux cerner, et identifier, détecter et isoler les personnes ayant été infectés ou qui courent le risque d'être infectés et éviter la propagation. Alors, à côté des mesures strictement sanitaires, nous savons que l'épidémie au coronavirus comporte de graves conséquences d'ordre économique et social. Il y a des dispositions qui ont été prises pour apporter un appui, une aide à ceux de nos concitoyens qui sont les plus démunis, qui sont les plus vulnérables. En cela, je voulais vraiment saluer le niveau d'évolution, de bonne évolution du programme Novici. À ce jour, c'est plus de 2,7 milliards de francs CFA qui ont été distribués. Et je voudrais aussi souligner mais en même temps, monsieur le ministre, le programme Novici qui souffre de beaucoup de critiques, aussi bien dans l'organisation que les ratés et bien d'autres, ce dont également vous êtes conscient. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes face à une situation où les inconnus et les incertitudes sont très nombreux. Nous sommes également un gouvernement à l'écoute, attentif aux observations, aux contributions, à tout ce qui peut permettre d'améliorer la qualité et l'efficacité des mesures qui ont été prises. Donc, y compris à propos du programme Novici, toutes les contributions qui peuvent conduire à une bonne amélioration, nous sommes preneurs. Alors donc, mesures sociales, mais également mesures, je dirais, de sauvetage de l'économie. Parce que nous savons que les entreprises sont très affectées. L'activité économique, même individuelle ou des indépendants et du secteur informel sont très impactés. Et donc, il y a également des mesures d'ordre économique qui ont été prises pour soutenir et alléger les difficultés des entreprises.
Merci. On peut y ajouter également la gratuité de la tranche sociale de la CET, la gratuité également des 10 mètres cubes d'eau dans les foyers qui ont le réseau TDE, bien sûr. Également, certaines mesures prises par l'OTR pour soulager quelque peu la vie des entreprises. Mais Fabrice, le ministre parlait tantôt de la riposte au plan médical. Et comme nous le faisons généralement, chaque jour, nous rappelons un peu les chiffres officiels. Vous les avez en tête ? Oui, jusqu'à hier, ce matin, je n'ai pas cherché, mais je sais quand même qu'il y a une lueur d'espoir parce que quand vous observez un peu le nombre de guéris et les cas actifs, on a l'impression que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais bon, ce n'est pas une raison pour dire que la bataille est terminée. Naturellement. Parce que je crois qu'il faut toujours multiplier tous ces gestes, toute cette sensibilisation qui a cours depuis pour qu'on puisse évoluer vers 0 cas de contamination. Je crois que ça ferait du bien à ce pays. Merci. Hier, donc, il y avait au total 86 cas de contamination avérés. Là-dedans, malheureusement, les 6 décès que nous continuons à déplorer. Mais ce qui entretient l'espoir, c'est les guérisons. Hier, les guérisons devaient être autour de 56. Et il y avait hier, et je crois encore aujourd'hui, 24 personnes souffrant toujours de la maladie qui sont sous traitement au CHR Lomé commune. Oui, monsieur le ministre. Monsieur Sassgao, vous avez évoqué tout à l'heure les insatisfactions et les critiques, qui sont tout à fait légitimes et compréhensibles. Je voulais aussi quand même souligner le fait que peut-être nous ne sommes pas les meilleurs, mais quand on voit le rythme de progression des contaminations, la progression des personnes guéries et le nombre assez maîtrisé de personnes décédées, nous pouvons dire quand même qu'il y a des efforts considérables qui ont été faits. Nous sommes un des rares pays où le rythme de progression de la contamination et de la propagation est assez modéré. Dans une sous-région où la plupart des pays qui nous entourent connaissent une explosion du nombre de contaminations. Alors parfois, malgré la détresse, l'angoisse, les difficultés que suscite la crise sanitaire actuelle, il faut que nous sachions aussi mesurer ce qui marche. Merci. Et donc c'est pour dire que nous devons continuer à être vigilants, à nous préserver, à nous protéger individuellement et collectivement. Mais en même temps, il y a des lieux d'espoir liés au fait que notre pays a la capacité de maîtriser. Merci. Juste rappeler qu'au Club de la Presse, nous avons adressé de vives critiques pour ce qui ne va pas, mais nous faisons également l'effort de célébrer nos petits succès, et ce qui nous dope le moral d'aller de l'avant. La vigilance est toujours de rigueur. Ou parfois nos grandes réussites et succès. Ok, succès c'est toujours relatif. Eh bien, il y a la lutte, la riposte telle que c'est organisé, mais je voudrais qu'on glisse maintenant vers les impacts. Oui, un peu. Oui, Isidore. Un mot et tirer chapeau au corps médical qui fait un travail remarquable malgré les maigres ressources ou les maigres moyens qu'on met à leur disposition. Et aussi relever quelque chose au niveau du programme Novici, les attroupements au niveau des agences de Bruxelles. Monsieur le ministre, je vous en prie, faites quelque chose. Parce que ça peut être source de contamination. Le risque est énorme. Merci. Il faut dire que la semaine dernière, nous en étions inquiets. Mais depuis lundi, quand nous circulons, les attroupements ne sont plus au même niveau que ce que nous déplorions hier. Encore une fois, ce n'est pas parfait, mais il faut quand même saluer les petits pas qu'on fait avant de se demander d'aller de l'avant. Et j'ai une autre déléance. Dans les pays où il y a coup-feu, souvent on passe à la fumigation pour désinfecter les lieux. Je ne sais pas si, monsieur le ministre, vous avez ce programme en vue. Ok, comme la question est sortie. Bien sûr que c'est prévu. Déjà, il y a le programme de lavage et de désinfection des grands marchés de Lomé, presque de tous les marchés. Mais il y a également l'essentiel des services publics et des administrations. Il est prévu, nous allons procéder à une désinfection pour nous assurer que aussi bien les travailleurs que les usagers puissent fréquenter ces lieux, ces services dans des conditions de santé appropriées. Les rues et les caniveaux aussi.
Mais ce travail est en cours, je pense que tout le monde a constaté qu'à travers tout Lomé... On va commencer par les services, les maisons, et puis on va arriver au caniveau, d'autant plus que... C'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Merci. Eh bien, les impacts de la pandémie sur l'économie. Monsieur Ferdinand Fognon, vous êtes d'abord chef d'entreprise, Radio Nana FM. Comment est-ce que vous vivez à votre radio depuis ces 2-3 derniers mois? Non, financièrement, bien sûr. Non, je pense que la vie des médias au Togo est connue. Et quand vous parlez finance... Rappelez-nous quand même ça. Oui, et quand vous parlez finance, vous savez que les médias sont au plan de trésorerie à leur plus bas niveau, dû à la crise, d'abord à la crise économique qui est générale, et puis à la baisse des activités. Le climat ici au Togo, avec les différentes élections qui se sont suivies, les gens sont un peu réticents à pouvoir commander de la publicité, parce qu'il y a quand même une régression au niveau des ventes. Maintenant, ajouter au Covid, salue les dégâts, c'est-à-dire qu'on est au plus bas et on se porte financièrement pas bien du tout. Pas bien du tout. Vous, Fabrice Petchezi, je ne sais pas si c'est innovation technologique, mais depuis 4 semaines, je n'ai votre journal que sous version numérique. Alors, est-ce que c'est avancée technologique ou bien vous y êtes forcé par la pandémie? Non, je crois que ce sont les effets de la pandémie. Au moins au niveau des radios, vous émettez et on a l'impression que tout va toujours bien pour vous. Parce que on capte toujours Canal FM, mais Dieu seul sait comment ça se passe en interne et tout cela. Et le doyen a parlé de la publicité qui n'y est pratiquement plus. Alors au niveau de la presse écrite, c'est encore plus difficile parce que le papier ne se vend plus, on n'imprime plus. Et donc on fait juste le service minimum en utilisant les PDF. C'est vrai qu'on les avait par le passé, mais bon, c'est devenu pratiquement gratuit. Même si on ne vendait pas assez par le passé, maintenant on ne vend pratiquement plus parce que la plupart sont distribués gratuitement. Et donc, naturellement, au niveau des rédactions également, ce n'est pas le grand engouement, puisque la profession aussi prend un coup, il faut le dire, parce que beaucoup font le journalisme entre les 4 murs, le terrain... ce n'est pas tellement ça, vous allez le constater également dans les différents rendus. Et la presse en souffre énormément, nos reporters sont cloîtrés à la maison et tout cela et autres. Je crois que c'est une situation qui va être, je ne dirais pas malheureusement, j'espère que quelque chose peut être fait parce que toutes les mesures qui ont été prises pour soulager la presse ne se retrouvent pas vraiment, mais je sais quand même que étant au niveau d'une organisation comme le CONAP, je sais qu'il y a des initiatives qui sont en train d'être prises pour également donner un souffle à la presse qui contribue énormément en ce qui concerne la sensibilisation et vivement que ces mesures qui sont pour l'instant dans l'ombre, qui sont en train d'être prises dans l'ombre, passent très vite au grand jour pour qu'on puisse mieux s'organiser. C'est ce que nous souhaitons, mais encore une fois, vos rédacteurs qui sont cloués à la force, bien malgré que, comment vous les gérez? Déjà qu'avant, le coronavirus, c'était la précarité. Maintenant, avec le virus, comment gérez-vous votre personnel au quotidien? Oui, c'est un peu difficile et c'est déplorable. Bon, le programme Non Vici ne les concerne pas parce que c'est estampillé sur leur carte grand journaliste, donc naturellement. Mais il faut dire que c'est difficile parce que on ne va plus à la rédaction, comme je l'ai dit. Heureusement, il y a les réseaux sociaux où il y a des groupes où on essaie de faire des sortes de conférences de rédaction à travers les différents groupes WhatsApp créés pour les différents médias. Ce qui fait que, comme je l'ai dit, le travail, on le fait aujourd'hui d'une manière ou d'une autre pour pouvoir exister, puisque vous savez tout comme moi que le journalisme, c'est plus sur le terrain. Et avec la situation, on sent de moins en moins la descente sur le terrain, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne s'organisent plus. Et aujourd'hui, ici, surtout du côté de la presse écrite et des autres médias comme les radios, s'il y a des patrons qui continuent par payer des salaires, je crois qu'il faut les décorer à une prochaine occasion. Merci. Eh bien, Isidore Akolo, non seulement directeur de journal, mais vous êtes également président d'une organisation professionnelle, patronat de la presse togolaise, vous-même Actu Express, ou bien auprès de vos confrères membres, comment est-ce que vous vivez ces 2-3 derniers mois? C'est la morosité.
il n'y a plus rien, il n'y a plus d'entrée. On ne fait plus pratiquement d'activité parce que, comme le disait tantôt Fabrice, c'est sur le terrain. Il n'y a plus d'activité, il n'y a rien. Tout est plat. Et particulièrement pour la presse écrite, les jours de bouclage, mais ça n'existe plus. Parce qu'il y a le couvre-feu. Or, nous travaillons tard dans la nuit. C'est pratiquement vers 22 heures, dans le meilleur des cas, que nous bouclons ou bien nous terminons, nous amenons nos rendus aux imprimeries. Toutes les imprimeries ont pratiquement fermé les portes. Donc, voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et maintenant, au niveau de nos organisations, c'est la dèche. Et je rappelle une fois encore, à Fognier, là, on avait rencontré le ministre de tutelle qui nous avait promis beaucoup de choses. Le ministre Foli Bazi Katari. Oui, pratiquement un mois. Bon, on ne sent rien venir. Et c'est des indiscrétions qui font état que, bon, les choses vont avancer. Vivement que ça puisse vite arriver pour nous soulager. Même le programme des radios, c'est calqué sur uniquement la sensibilisation au coronavirus. Et même la campagne de sensibilisation du gouvernement est plus axée sur les médias privés que les médias publics. Donc, monsieur le ministre, plaidez pour notre cause, pour que on puisse injecter quelque chose. Peut-être que le collègue Foli Bazi Katari l'a chargé de... Non, je voudrais passer un mot avant que le ministre ne parle. Oui. Non, je voudrais nuancer. Et à la fin, Fabrice a dit que le travail continue. Oui, et moi, je voudrais que on se... comment dire, comme les Anglais disent, enjoyment, que nous soyons fiers du travail. Nous sommes au front, au même titre que les médecins. Et donc, malgré cette crise financière qu'il y a dans nos organes, qui ne date pas d'aujourd'hui, ça s'est aggravé par la pandémie, nous sommes au front pour faire le travail. Donc, les risques que les médecins ont, nous avons les mêmes risques. Parce qu'il faut aller sur le terrain pour constater. C'est vrai qu'il n'y a plus d'autres activités actuellement, mais nous travaillons pour la sensibilisation, pour la conscientisation des citoyens, pour que les mesures barrières puissent être respectées, pour que nous puissions vaincre le Covid au Togo. Donc, oui, je voudrais remercier. Je vous emboîte le pas, parce qu'on a compté dans nos rangs le premier décès. Ah, voilà. C'est nous, la presse, qui a payé le premier lourd tribut à cette pandémie. Le ministre écoute, il note. Mais je reviens à vous, Ferdinand Fognon, avec la pandémie et l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Non seulement les écoles sont fermées, mais les églises, temples et mosquées sont également fermées, alors que c'est demain que nos compatriotes et auditeurs musulmans vont entamer le mois béni du Ramadan. Nous leur souhaitons beaucoup de foi, beaucoup de courage. Mais il y a également les discothèques qui sont fermées. Les bars, sont plus ou moins fermés. Or, c'est dans ces bars et restaurants, discothèques qu'officient un certain nombre d'artistes. Les chanteurs, les musiciens, qui sont également à la maison, alors qu'ils ne sont pas non plus éligibles au programme Novici. Enfin, le ministre nous démentira au besoin. Et puis, au-delà de tout ça, vous-même, Nana Média Culture, vous qui organisez des activités culturelles, alors, est-ce que vous arrivez à vous en sortir malgré l'état d'urgence sanitaire? Oui, c'est ce que je disais, que nous avons réfléchi, nous faisons quelque chose, nous sommes dans une situation, il faut réfléchir et faire les activités autrement. Sinon, on n'allait pas lancer ce projet combattre avec le Covid, un engagement de tous. Quand je prends l'exemple de Coco Message de Noël, qui utilise également le même thématique. Ce sont de grands regroupements que nous faisons avec les jeunes à travers les villes. Aujourd'hui, avec les mesures barrières, ce n'est plus possible. Mais ils ont la possibilité d'envoyer les œuvres via Internet, via WhatsApp, etc. Les messages, les dessins, tout ce que les enfants vont produire. Et nous allons relayer sur nos antennes avec les radios partenaires et partager ces messages avec la population. Il en est de même pour les groupes folkloriques. Lorsqu'ils vont composer les chansons, ils vont nous envoyer les chansons tout simplement par WhatsApp et nous allons les faire écouter et apprécier par le public
avec le voting, nous allons même faire participer le public à l'appréciation de la qualité des chansons que les troupes vont faire, par exemple, sur la thématique combattre et vaincre le Covid-19, le Covid-19, un engagement de tous. Donc, c'est vrai qu'il y a un impact négatif très fort sur les activités. C'est pour ça que nous sommes invités pour être ensemble et continuer la lutte pour la prévention afin que nous sortons rapidement de ce tunnel-là pour que les activités reprennent normalement. Il faut rappeler que si nous voulons sortir rapidement de ces problèmes, Fabrice, il faut rappeler, nous devons continuer à nous montrer disciplinés dans l'observation des mesures barrières. Si nous sommes disciplinés, nous pouvons garder la tendance du tassement des infections et de l'augmentation des guérisons. Et peut-être que le chef de l'État pourra lever l'état d'urgence avant les 3 mois, mais cela dépendra de nous. Là, nous sommes d'accord, Fabrice? Oui, la discipline est de rigueur parce que la particularité de la maladie, c'est la contagion. Ça ferait très mal que vous observez toutes ces mesures-là et puis quelqu'un à côté fait preuve de négligence et finalement il crée des problèmes à tout un groupe. C'est pour cela, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'organisation de mon voisin m'intéresse. Parce que j'ai beau bien m'organiser chez moi, si à côté l'autre ne fait pas de même, je suis plus ou moins exposé. Et c'est pour cela que c'est important que ce soit une réaction générale, une discipline générale pour qu'on puisse... cette discipline, elle est lâche. Tous les jours, je passe quotidiennement à Khidjanawe. À 16h, on ferme le marché de Khidjanawe. Mais le marché se déplace carrément dans la rue. Et c'est des attroupements vraiment monstres. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler cela à ma chère amie, madame la directrice de l'EPAM. C'est bien de fermer les marchés, mais que fait-on des usagers du marché qui se transportent maintenant dans la rue et qui constituent encore des groupes, des risques? Mais monsieur le ministre, venons-en maintenant aux impacts économiques et financiers sur le monde des arts. Nous avons plein d'artistes qui se plaignent, qui ne peuvent plus faire leur activité, mais ils ne sont pas éligibles au programme Novici. Mais comme nous avons la chance de vous avoir avec nous, vous avez écouté les 3 confrères, Ferdinand, Fabrice et Isidore, qui sont directeurs de société, chefs d'entreprise. Et je ne sais pas s'ils ont payé le salaire du mois de mars à leur personnel. Alors, est-ce que le ministre, votre collègue, M. Katari, vous a confié un message pour nous? Non, malheureusement pas. Vous savez, il y a quelques jours, le chef de l'État, dans une interview, indiquait que avec cette crise sanitaire, nous avons presque 2 écueils et 2 défis. C'est vrai, il y a les conséquences directes de la pandémie. Les malades qui peuvent en mourir. Mais on voit bien que jusqu'à présent, le rythme est modéré, maîtrisé et contenu. Dieu merci. Mais il y a des conséquences beaucoup plus insidieuses. Un impact qui pourrait être de moyen et long terme. C'est les conséquences d'ordre économique et social. D'abord, si ces conséquences-là, ça peut rendre beaucoup plus vulnérables certaines couches et catégories de la population qui est déjà fragile. Ça peut précariser des gens qui autrefois avaient au moins les moyens de subsistance ou des moyens de vie décents. Et ça peut paupériser l'ensemble de la population. On peut s'appauvrir collectivement. Si par exemple, nous ne sommes pas en mesure d'amorcer convenablement l'actuelle saison des cultures au niveau agricole, on peut imaginer les conséquences dans 1 an, dans quelques mois. Lorsqu'il n'y aura pas eu suffisamment de maïs, de produits vivriers, ce sera une situation dramatique. Nous voyons que les populations qui souffrent aujourd'hui, c'est toutes les couches et catégories de la population. Même ceux qui continuent à travailler, à avoir un salaire, sont maintenant obligés de partager leurs revenus et leurs salaires avec un nombre plus important de leurs proches et de membres de famille. Et donc,
je ne suis pas du tout surpris de constater que les organes de presse, les médias, sont dans une situation difficile en ce moment. Je ne me permettrai pas de dire que vous n'êtes pas nécessairement les moins bien lotis. Mais on peut estimer... Monsieur le ministre, ne vous contentez pas de l'apparence, s'il vous plaît. Non. Bon, c'est vrai. Si quand on voit mon frère et ami Ferdinand, son sourire, son rayonnement, c'est vrai, ça ne donne pas le sentiment. Ce n'est qu'une apparence, monsieur le ministre. Même Fabrice, c'est la même chose. On l'aperçoit comme ça, ce sera difficile. Mais à côté, il y a Isidore. Non, c'est la même chose. Isidore, c'est la même chose. Vous voyez quand l'énergie et la vigueur avec lesquelles il est rentré dans le studio tout à l'heure. Non, c'est pour dire qu'il n'y a pas de couche et de catégorie de population socio-professionnelle épargnée par la situation actuelle. C'est d'ailleurs pourquoi il faut beaucoup de sens de solidarité, il faut un véritable sursaut national. Alors, est-ce que l'État a les moyens de pourvoir à toutes les situations? C'est pas possible. Il faut être aussi honnête et humble de le reconnaître. Nous essayons de faire le maximum, à la fois pour préserver un niveau d'activité, pour que tout ne s'effondre pas, pour que tout ne cesse pas, mais il est impossible de maintenir le même rythme d'activité et de revenus pour tout le monde. Nous n'avons pas non plus un système de protection sociale qui nous permettrait de trouver des solutions palliatives. Nous n'avons pas nécessairement une indemnisation du chômage. Et il y a un certain nombre de mécanismes. Donc, malgré la situation actuelle, il va nous falloir en profiter pour réfléchir à tout ce qui peut constituer des défis pour demain, pour faire en sorte que si une autre fois le même genre de crise sanitaire se reproduit, nous soyons mieux outillés pour avoir des capacités de résilience face à la situation. Merci. Oui, Isidore Akolo. Dans une urgence extrême, au niveau des médias, c'est très important. Peut-être que l'apparence est trompeuse, mais ce que nous subissons, c'est nous seuls qui le savons. Monsieur le ministre, c'est très important parce que vous avez besoin des médias. Je ne vais pas nier cela. Et nous mesurons aussi le rôle et la contribution importante des médias en ce moment. Parce que quand on parle de sensibilisation, d'éducation, de responsabilisation et de prise de conscience, le gouvernement, les pouvoirs publics n'ont pas la possibilité d'accéder à chaque citoyen et de le faire. Donc les médias jouent un grand rôle. Je dis tout simplement, nous sommes dans une situation où l'État n'est pas en mesure de pourvoir à tous les besoins urgents et inattendus qui surviennent. Alors, donc, nous allons continuer à réfléchir. Bon, si vous permettez, moi, j'ai l'impression que nous, les médias, nous sommes, comment dire, les parents pauvres, les mal lotis. Je ne crois pas. Eh bien, il y a les médias, mais également une pensée pour ces artistes qui officient dans les bars, dans les restaurants, dans les discothèques, qui sont à l'arrêt du travail depuis. Et puis, il y a le monde de la nuit. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous arrive de sortir un peu la nuit. Alors, la petite vendeuse de colicot, le tenancier d'un bar à côté, ceux qui vont et viennent et qui sont cloués à la maison à cause du couvre-feu depuis. Et puis, les transports, nos amis les émigrants. Bon, les émigrants, c'est tout un mystère. Je ne sais pas si on peut ouvrir la page là, ils ont leur accompagnement, enfin ils sont supposés avoir leur accompagnement, mais ils continuent à travailler, mais quand même, bonne nouvelle, ils portent de plus en plus la bavette, même si la qualité peut être toujours douteuse. Eh bien, il est 12 heures, et après un petit impératif à l'endroit de nos amis les commerciaux, vous pourrez entrer en ligne sur le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Je nous prie de nous concentrer sur le sujet, les impacts économiques et financiers de la riposte au Covid sur notre vie individuelle et collective. Le plateau s'ouvre à vous. Je rappelle que nous avons à nos côtés le ministre Gilbert Bawara, les confrères Isidore Akolo, Ferdinand Afognon et Fabrice Petchezi. Et je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est les impacts économiques et financiers de la pandémie Covid-19 sur notre vie individuellement et collectivement.
Merci également pour la précision, la netteté de vos interventions. Le premier en ligne, bonjour. En ce qui me concerne. Oui, c'est monsieur, s'il vous plaît. Concernant le Covid-19. Oui. Et nous, les personnes âgées, qu'est-ce qu'on trouve pour nous? Voilà. À partir du moment que le ministre est venu dire que les retraités ne font pas partie de l'aide de l'État. Et de deux, c'est les élèves et les étudiants. Oui. C'est nous qui avons des élèves, nous avons des étudiants. Mais comment on va procéder? Merci, c'est monsieur. Allô? Ah, il est parti. Mais monsieur le ministre, très rapidement, les personnes âgées, les élèves, les étudiants et pourquoi pas les enseignants? Non, d'abord, je voudrais dire que les retraités, il y a deux catégories de retraités. Ceux qui sont affiliés à la caisse de retraite, anciens fonctionnaires et agents publics, qui continuent à bénéficier régulièrement du paiement de leur pension de retraite. Donc rien ne change pour eux. Ceux qui sont affiliés également à la Caisse nationale de sécurité sociale, donc affiliés issus du secteur privé formel, il n'y a pas non plus de difficultés parce qu'ils continuent à bénéficier de leur pension de retraite. Et l'État veillera à ce que et les salaires et les pensions de retraite soient honorés régulièrement, quelles que soient les circonstances. Maintenant, nous avons certains de nos aînés, certains des personnes âgées qui n'ont pas été des fonctionnaires, qui n'ont pas été des travailleurs du secteur privé, mais qui peuvent avoir vocation à bénéficier du programme Novici. Puisqu'il n'y a pas un élément de revenu qui est dit. Ça me permet de dire que c'est vrai qu'il y a des exclusions que nous n'avons pas indiquées, mais qui sont des exclusions du programme Novici. Les fonctionnaires, ceux qui sont affiliés aux pensions, qui bénéficient de pensions, ne peuvent pas bénéficier du programme Novici. Je disais ce matin sur les antennes de Nana FM que nous avons demandé à l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie, de soutenir un programme d'acquisition de masques qui pourrait faire l'objet d'une subvention pour les personnes âgées. Qu'il s'agisse les masques d'ordre médicaux, ça va aider à soutenir les personnels soignants et les professionnels de la santé, mais nous allons aussi soutenir les artisans togolais pour une production massive de masques qui seront vendus à un prix subventionné, surtout pour les personnes âgées. Maintenant, pour les élèves et les étudiants, je ne sais pas quel est le problème, mais je peux profiter pour dire que nous sommes en train de réfléchir, pour voir les dispositions à prendre pour que l'année scolaire ne soit pas perdue. Merci, monsieur le ministre. Réfléchissez bien, réfléchissez vite et réfléchissez surtout de façon inclusive. Maintenant, nous réfléchirons de manière inclusive, mais il faut tenir compte aussi des spécificités locales. Alors, nous allons noter 5 observations que vous allez ramasser dans vos réponses. Alors, le suivant, bonjour. Ok, bonjour, monsieur. C'est monsieur? C'est Modeste. Modeste, Ouais. Bonjour, monsieur le ministre aussi. Bonjour, monsieur Modeste. Je suis un commerçant. Actuellement, nous sommes affectés par la mesure pour pouvoir éradiquer le virus que nous avons actuellement. Mais il s'est fait qu'entre-temps, on a eu à épargner dans un microfinance qui est l'humaine. Et la microfinance a été fermée. On a annoncé qu'il y avait un liquidateur qui devait s'en charger du règlement. Bon, c'est facile dans cette situation-là. Vous ne pourriez pas essayer de faire en sorte pour que cela puisse se faire action, pour qu'on puisse arriver à pouvoir prendre en charge nos activités, parce que cela nous peine beaucoup sur nous. Merci, nos revenus ne rentrent plus comme auparavant. Si vous pouvez faire en sorte à ce que cette liquidation puisse vite se faire, ça pourra aussi nous soulager. Merci, Modeste. Le ministre a noté. Le suivant déjà, bonjour. Allô, Oui, allô. Oui, bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Doji. Monsieur Doji. J'appelle de Bekenou. Bekenou, nous vous écoutons. Ok, bonjour, je salue le ministre. Oui. Ce matin, j'avais intervenu dans un thème concernant les agents externes de l'Almato. Les vacataires de l'Almato. Ils sont abandonnés il y a 4 semaines par la direction générale de l'Almato pour une nouvelle ordre.
Oui. Nous prions le ministre d'intervenir auprès du président de la République pour intervenir à la direction générale de la NATO, qui les prenne en charge, totalement en charge. Monsieur Dodji, je vous ai écouté ce matin sur Nana FM, vous avez posé le problème. Ce sont les agents externes de la NATO. Merci. Et les collecteurs. Merci. Le ministre a noté. Merci. Le suivant, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur Sass. Oui, c'est monsieur Doré. Oui. À tout en or. Ok. Bonjour monsieur le ministre aussi. Bonjour et à Doré. tout le plateau. Bonjour. Ok. Monsieur Sass, moi, tout simplement, j'aimerais vraiment féliciter nos gouvernants, en commençant par le président de la République et les ministres, compte tenu de leur mobilisation contre cette pandémie. Donc, à travers cela, moi, j'ai beaucoup vu encore leur efficacité. Mais bon, pour l'exercice prochain, j'aimerais leur supplier qu'après cette pandémie, ils n'ont qu'à se pencher beaucoup plus avec peut-être les mêmes stratégies sur le problème de la pauvreté dans notre pays et surtout le chômage de la jeunesse. Merci. Je vous en prie. Et un peu en appui au propos de l'intervenant, le ministre, vous pourrez lire cet article de la dépêche, ruer vers nos vicis, où sont passés les milliards du développement à la base. C'est une interrogation du confrère La Dépêche. Allô? Oui, l'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Comme l'a dit David. Oui, nous vous écoutons. Je salue les invités, surtout le ministre. Et ma question va directement au ministre. Le ministre vient de féliciter les corps, c'est-à-dire les médecins qui s'occupent des malades. Et il est très bien beau de les féliciter. Je lui demande qu'est-ce qu'il propose pour les encourager financièrement, comme il a l'habitude de prendre des exemples sur des pays qui font quelque chose qui ne cadre pas la réalité. Or, dans les autres pays, certains pays, les médecins ont des primes vraiment encourageantes. Qu'est-ce qu'ils préconisent pour ces médecins? Ils sont en train de les féliciter. Merci. Merci comme l'envie. Nous suspendons le temps que le ministre puisse ramasser ces questions. Monsieur le ministre. D'abord, je voudrais rassurer concernant l'institution de microfinance qui a été évoquée. C'est un dossier qui est actuellement en train d'être traité par le ministre des Finances. Et en même temps, profiter pour dire que quand il y a une mesure de fermeture d'une institution de microfinance, c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements ou des irrégularités, voire des malversations qui ont été constatées. C'est pour protéger les épargnants, c'est pour protéger nos concitoyens. Et donc, la procédure d'administration provisoire va être accélérée. Je porterai à l'attention de mon collègue, le ministre Sani, ce souci qui a été exprimé. Maintenant, concernant il y a votre ami les agents externes de la Lonato. De la Lonato. Ce ne sont pas des fonctionnaires, il faut le dire. Ce ne sont pas des agents, ce ne sont pas des employés qui perçoivent un salaire. C'est des gens qui travaillent avec la Lonato et qui bénéficient d'un certain nombre de ristournes. Alors, je ne sais pas quelle est la nature des liens qui les unissent à la société Lonato. Cela étant, je vais m'informer et relayer la préoccupation qui a été exprimée. Tout ne peut pas être réglé et résolu en remontant tout au président de la République. Je crois que quand un problème comme ça est évoqué, un problème d'intérêt et d'ordre national, il doit être possible pour l'institution concernée de pouvoir y réfléchir, de s'y pencher et de voir quel genre de réponse ou de réaction il convient d'adopter vis-à-vis des personnes concernées. La question du chômage et de la pauvreté, c'est une question d'ordre général. C'est d'ailleurs pourquoi le chef de l'État veut s'assurer qu'au-delà de la crise sanitaire, les priorités de développement ne souffrent pas considérablement. D'une part, j'ai parlé tout à l'heure de l'agriculture. Un dispositif est en train d'être mis en place pour s'assurer de la disponibilité et de la mobilité de la main-d'œuvre agricole. Et cela amènera même l'État à avoir un certain nombre de moyens pour soutenir et accompagner cela. Les autres programmes
le système de santé. Au-delà de la crise sanitaire, il faut renforcer notre système de santé. Le président avait pris un certain nombre d'engagements. Ces engagements seront tenus et même seront accélérés parce que la crise doit nous interpeller sur le rythme de l'action publique. Alors, maintenant pour les médecins, la priorité des priorités de notre action envers les agents du secteur de la santé, c'est de nous assurer qu'ils bénéficient de moyens de protection individuelle et collectifs pour travailler dans de bonnes conditions. Et les Togolais ont constaté que c'est ce qui est en train d'être fait. Qu'il s'agisse des masques, qu'il s'agisse des matériels, des équipements, des efforts exceptionnels ont été faits. Maintenant, faudrait-il envisager un certain nombre de mesures d'encouragement sous forme de prime ou C'est une doléance que je prends en compte et je vais relayer cela au Premier ministre. Merci au Premier ministre et au-delà au chef de l'État. Pourquoi pas? Parce que c'est lui d'abord. Non. Le président de la République ne décide pas de tout. Il laisse le gouvernement agir dans le cadre des responsabilités qui sont les siennes. Merci. Nous allons prendre 3 à 4 interventions. Je rappelle qu'il n'y a pas que le ministre Gilbert Bara ici au studio. Alors? Il y a M. Afagnon, il y a Color, Isidore et puis Fabrice Petchezi. Oui, l'ami, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Sizing. Oui. Ok, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Je tiens vraiment à féliciter tout le gouvernement pour tous les efforts que vous êtes en train de fournir afin que le Covid-19 puisse être éradiqué dans les temps à venir. Amen. Et surtout les médecins qui sont sur le front. Donc, ma préoccupation, je ne sais pas comment le gouvernement peut faire pour aider les CMS surtout, parce que eux, ils sont toujours en contact avec la population dans les centres médico-sociaux. Ok. Bon, si souvent vous avez l'habitude de dire que c'est instruction du chef de l'État. Est-ce que si le chef de l'État aujourd'hui n'a pas pu dire quelque chose entre vous, les ministres, ou bien les membres du gouvernement, vous ne pouvez pas voter au moins quelques sous personnellement, à titre personnel, pour venir en aide à ces centres de santé qui sont plus proches de la population. Akadjao, le ministre a bien noté. Nous prenons déjà le suivant. Bonjour. Allô? Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Koudjo. Koudjo? Oui. Ok, vous êtes en ligne. J'aimerais demander, d'abord, mes salutations au plateau et au monsieur le ministre. C'est-à-dire, il se fait qu'au niveau de nos vies, les gens ont pris des numéros de cartes pour aller prendre l'argent de certaines personnes. Bon, je ne sais pas s'il arriverait qu'on mène des enquêtes après qu'on accuse certaines personnes comme quoi. Est-ce qu'il y a des dispositions pour pouvoir traquer ces personnes-là? Merci. Ceux qui auront pris l'argent du novice indûment. Le suivant déjà, bonjour. Bonjour, je m'appelle Rémi. Rémi. Oui. Eh bien, dites bonjour à Fatih à côté. Merci. Donc, ce que je propose, si le ministre peut en tenir compte, est-ce qu'on ne peut pas ramener le temps de comment on appelle là, de 22h à 6h du matin, du couvre-feu. Le couvre-feu. Pour permettre, par exemple, aux bonnes femmes qui vendent colico, comme tout ça là, de pouvoir quand même tourner un peu. Ça fait un. Concernant actuellement, si vous suivez l'actualité, on parle actuellement de criquets migrateurs qui sont déjà au niveau du Kenya. Allons-nous attendre à ce que ces criquets-là arrivent au Ghana ou au Bénin avant de commencer à bouger? De toi, nos frères qu'on appelle souvent Mendida, qui se promènent pour vendre, je n'ai rien contre eux, mais est-ce que leur communauté, vous ne pouvez pas les rappeler un peu à l'ordre pour qu'ils puissent porter aussi les cachemires? Merci. Et bon. C'est une préoccupation déjà arrivée ici. Les commerçants ambulants, les médiras, on les voit partout, sans les bavettes. Qu'est-ce qui peut être fait à leur endroit, monsieur le ministre? Merci. D'abord, je vais rassurer notre ami Sizing. Moi, je n'aime pas beaucoup quand on dit tout le temps sur instruction du président de la République. Moi, je n'aime pas ça. Mais c'est vous les ministres qui oui. ça. Peut-être même il m'est arrivé de le dire. Mais c'est une formule qui ne sied pas. Parce que un ministre qui est nommé, c'est qu'il a des responsabilités à assumer. Le président est élu sur la base d'une vision, d'une politique
déclinée en une déclaration de politique générale par le Premier ministre. Les ministres ont des lettres de mission, il faut les assumer. Il faut les assumer. Parce que à force tout le temps de dire sur instruction du président de la République, les citoyens finissent par croire que tout ce qui n'est pas fait, ce serait éventuellement de la faute du président, alors que souvent, c'est au niveau de nous-mêmes, les collaborateurs, ministres, agents, responsables publics. Et donc, je voudrais lui dire que, mais il y a certaines décisions qui nécessitent un minimum de décisions de haut niveau. Il s'agit d'envisager éventuellement des retenues sur salaire de certains, des ministres ou de certains responsables électifs. Bon, je ne pourrais pas donner une réponse ici. Je pense que toutes les préoccupations, toutes les suggestions qui sont émises seront portées à l'attention du Premier ministre, des autres collègues et éventuellement du chef de l'État. Serait-il approprié de réduire la durée du couvre-feu de 22h à 6h? Mais je crois que la plupart des pays, parfois, sont en train d'adopter des mesures beaucoup plus contraignantes. Même s'il devait advenir qu'on anticipe un certain allègement des dispositions, je ne crois pas que porter le couvre-feu de 22h à 5h apporterait beaucoup, notamment à nos frères, sœurs ou mamans qui vendent le colico. Mais c'est une suggestion que vous pourrez toujours rapporter à votre collègue en charge de la sécurité. Moi, si nous commençons à ce stade à détricoter les mesures qui ont été adoptées il y a à peine 2-3 semaines, je pense que nous n'allons pas nous en sortir. Concernant les criquets migratoires, j'ai dit tout à l'heure qu'un des défis majeurs, c'est l'agriculture. Et une importance et une priorité est accordée à la nécessité de ne pas rater l'actuelle saison des cultures. Donc, y compris l'ensemble des défis qui peuvent émerger en termes de phénomènes pouvant impacter l'agriculture. De manière générale, vous avez répondu. Il ne s'agit pas de stigmatiser ou de singulariser les médias, mais de dire à tous les commerçants ambulants que dans leur propre intérêt, pour leur propre santé, il faut qu'ils se protègent, qu'ils portent des masques de protection. Et c'est également pour la santé collective. Parce que nous parlons de responsabilité, de prise de conscience à la fois individuelle et collective. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Merci. Juste une préoccupation. Depuis 2 semaines, il y a des auditeurs qui se présentent comme des militaires réformés. Alors, ils demandent à être également pris en charge, au moins pour le programme Novici. Ils sont laissés sans ressources alors que ce sont des pères. Le programme Novici n'entre pas dans ce genre de critères de considération avant d'accorder l'aide. Merci beaucoup. Mais en revanche, on pourrait se dire que quelqu'un qui est réformé, ça peut signifier qu'il y a eu des motifs pour en venir là. Mais pour autant, qu'on ait été condamné ou pas ne constitue pas un critère d'octroi de l'aide novice. Merci. Toute chose a sa fin. Nous sommes obligés de nous arrêter là, même si nous nous excusons de ne pas avoir pu vider toutes les préoccupations qui tiennent à cœur à nos amis auditeurs. Un tour de table en 30 secondes. Isidore Akolo. D'abord, féliciter Ferdinand pour l'initiative. Bientôt 15 ans, si je ne m'abuse. Nana Média Culture. Oui, que nous avons accompagné dès les premiers jours. Et il a tenu la baraque. Pourquoi par le passé composé? Que vous accompagnez? Que nous accompagnons. Okay. Bon, que nous accompagnons. Merci. Et jusqu'à présent, et faire une autre déléance à l'endroit du ministre. Est-ce qu'on ne peut pas différer le paiement des frais d'électricité et d'eau en cette période? C'est aussi une mesure pour pouvoir alléger le panier des mais en même temps, le ministre répondra, mais la CET, la TDE ont également besoin d'argent pour tourner. On en dit combien de fois? Je dis différer. Différer. Okay. Et non suspendre. Peut-être que la CET également... Parce que en cette période, si on coupe encore... à faire différer leur dette et engagement. Mais si on coupe encore les électricités aux gens,
à cette période. Bon, merci. Et l'eau. Là, vous avez raison, c'est que les enfants à la maison font monter beaucoup les compteurs de l'électricité. Oui. Puis se passe tout le temps devant la télé. Juste différé, non. Oui, Fabrice Pétiesi. Non, mais je crois que moi, j'ai déjà remercié le doyen pour l'initiative. Mais je remercie aussi certaines sociétés qui, malgré cette situation, quand même, ont compris qu'il fallait également apporter quelque chose, surtout par rapport à la sensibilisation. Et maintenant que les autres sociétés qui peuvent le faire, mais jusqu'alors qui ne disent pratiquement rien, également mettre la main à la pâte comme les autres pour que ce soit plus ou moins global. Parce que ce qui est sûr, comme le dirait quelqu'un, il y a point de richesse au monde que l'être humain. Et si il n'existe pas d'espèce humaine, toutes les affaires que nous faisons ne pourront jamais prospérer. Merci. Rappelez que, j'ai dit, le Covid-19 appelle de nous la solidarité. Le chef de l'État a créé un fonds national de solidarité que nous sommes tous appelés à alimenter. Le communiqué court depuis. Fabrice, vous allez apporter quelque chose à ce fonds. Ferdinand Afognon, les confrères vous ont déjà remercié et j'espère bien que de telles initiatives vont se répéter pour montrer à tout le monde que le monde de la presse sait parler d'une seule voix dans des moments critiques. Non, je pense que c'est un vaste programme qui ne fait que démarrer aujourd'hui. Le programme continue jusqu'à la victoire sur le Covid-19. Donc ce n'est pas affaire d'une seule journée. Et je voudrais apporter une petite réponse à l'auditeur qui était préoccupé par le comportement de certains vendeurs, que nous avons initié également un quart de solidarité qui va sillonner les artères. Il y aura des journalistes à bord qui vont constater à tel coin de rue, par exemple devant Canal FM, que les gens ne respectent pas les mesures barrières. On va les sensibiliser, mais faire un reportage en direct sur les radios, et comme ça, ça va amener les gens également à prendre plus de conscience. Merci, monsieur le ministre. 30 secondes, pas plus, pour votre conclusion. D'abord, pour vous réitérer nos félicitations et nos encouragements à Nana FM, à vous tous et à l'ensemble des médias, et dire que c'est ensemble, dans la solidarité, dans la cohésion et l'unité, que nous pourrons venir à bout de cette pandémie, et en même temps que nous devons garder espoir. Nous avons toujours eu la capacité en tant que Togolais de surmonter beaucoup de défis. Cette fois-ci, il s'agit d'un défi planétaire et nous pensons que si chacun à son niveau respecte toutes les mesures, les règles qui ont été édictées et qu'on fait preuve de rigueur et de discipline, on doit pouvoir venir rapidement à bout de la situation. Merci. Naturellement, j'ai compris les préoccupations de M. Akolor, donc j'en prends acte. Merci beaucoup. Merci du fond du corps à également Inam qui accompagne Nana Média Culture. Merci au gouvernement et à vous, monsieur le ministre Bawara. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés sur les ondes de Nana FM, de Taxi FM, de Radio Métropolis, de Sport FM, de Radio Mokpokpo, de Radio Lumière, de Radio Centrale FM, de Radio Tchaoudja, Radio Daoul, Radio Sama FM, Radio Courtoisie naturellement, la nouvelle génération. Bon appétit et puis demain à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.